La Première ministre appelle au renforcement de la coordination pour le développement des provinces. Judith Suminwa-Tuluka l'a fait ce mercredi 11 juin 2025 lors de la deuxième journée de la conférence des gouverneurs qui se tient à Kolwezi. Et puis arrivé ce mercredi 11 juin à Arua en Ituri, le commandant du secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandefou. Sa présence dans cette partie de la province s'inscrit dans le cadre d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire. Et enfin, bilan du gouvernement souminois 12 mois après son investiture. Focus sur le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Vous nous rejoignez sur Vert Pâturage Télévision, c'est l'heure de vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On va commencer avec la politique. La Première ministre appelle à une coordination renforcée pour le développement des provinces. Judith Suminwa l'a fait lors de la deuxième journée de la conférence des gouverneurs. C'était ce mercredi 11 juin 2025 à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Reportage signé Patrick Isobongese-Bokuma. Du haut de la tribune de la 12e conférence des gouverneurs des provinces, la chef du gouvernement central a donné une réponse à l'état des lieux réalisés sur les provinces. Les états des lieux que vous venez de dresser, riches d'enseignements, constituent une étape essentielle pour orienter nos actions communes, renforcer la gouvernance, assurer la stabilité et favoriser le développement de nos provinces. Les états de lieux des provinces qui viennent de nous être présentés indiquent que nos provinces font face à plusieurs défis fondamentaux, notamment la manipulation de la jeunesse et la gérance de certaines personnalités communément appelées autorités morales qui compromettent la stabilité et la gouvernance de nos provinces. Judith Suminwa est allée plus loin et soulignant qu'il faut une coordination renforcée pour y répondre. Pour répondre de manière synthétique à l'ensemble des préoccupations soulevées dans les états des lieux des provinces, je souhaite souligner l'importance d'une coordination renforcée entre le gouvernement central et les administrations provinciales pour impulser un développement harmonieux et efficace à l'échelle nationale. Pour ce faire, il est important de mettre en lumière les priorités stratégiques telles que l'alignement des plans provinciaux aux outils de planification nationale, le renforcement de la gouvernance territoriale. Enfin, concernant l'agenda du président de la République sur la couverture santé universelle, un partenariat est nécessaire, a fait savoir Judith Suminwa. Pour concrétiser l'agenda social du président de la République, un partenariat stratégique entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux est crucial. Ce partenariat doit se traduire par une collaboration renforcée, une communication concertée et une mutualisation des ressources pour une meilleure efficience et un plus grand impact des politiques publiques sur le terrain. 9 panels qui ont démarré ce mercredi ont abordé les thèmes de la vaccination, la nutrition, la planification familiale et l'innovation dans le financement du système de santé en capitalisant sur l'expérience de la médecine communautaire. On va rester dans la province de Lualaba où le secrétariat exécutif provincial de la commission électorale nationale indépendante dispose désormais d'un nouveau siège administratif moderne et fonctionnel. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la cérémonie d'inauguration et a procédé à la coupure du ruban symbolique. C'était le mardi 10 juin 2025 en présence de la gouverneure du Lualaba et autres personnalités de la centrale électorale. Le président de la centrale électorale a salué l'inauguration du nouveau bâtiment administratif de la CENI au Lualaba. Pour Denis Kadima, cette infrastructure permettra de réunir tous les services de la CENI qui, autrefois, étaient dispersés. C'est avec un sentiment de reconnaissance sincère et de grande fierté que je m'adresse à vous en ce jour mémorable de l'inauguration officielle du nouveau bâtiment administratif du secrétariat exécutif provincial de la CENI au Lualaba. Avec le bâtiment qui sera tout à l'heure inauguré, les contraintes auxquelles nous avons fait face sont désormais à conjuguer au passé. Le nouveau siège provincial permet désormais
de regrouper tous les services dans un même cadre institutionnel digne, de réunir l'entrepôt et les bureaux dans une seule et même enceinte sécurisée et de disposer d'une grande salle polyvalente pour accueillir notamment les formations, les réunions de sensibilisation et les rencontres avec les parties prenantes sans avoir à louer ailleurs. C'est une avancée majeure pour l'efficacité, la transparence et la dignité du travail électoral au Lualaba. Ce bâtiment est une brique de plus pour le renforcement de la démocratie locale, a ajouté Denis Kadima. Ce bâtiment est donc une brique de plus dans cette œuvre collective, une œuvre nationale au service de notre démocratie. La démocratie a besoin d'institutions solides et les institutions ont besoin d'infrastructures adaptées pour remplir leur mission. Ce bâtiment est plus qu'un toit. Il est le symbole d'un engagement commun pour le renforcement de la démocratie locale, mais aussi nationale, pour la crédibilité des processus électoraux et pour le respect du droit des citoyens à participer à la vie publique dans de bonnes conditions. Puis est venue l'inauguration du dit bâtiment avec le chef de l'État qui a procédé à la coupure du ruban symbolique en présence des autorités tant nationales que locales. Et quittons le Lualaba pour la province de l'Ituri. Après Djougou et Mahagi, le commandant du secteur opérationnel de cette province, le général-major Bruno Mandevou, est arrivé ce mercredi 11 juin 2025 à Aru. Sa présence s'inscrivait dans le cadre d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans les zones sous sa responsabilité. Cela sur instruction du gouverneur militaire Johnny Luboya. On fait le point avec Affermi Vita. À Mahagi, le général Bruno Mandevou, commandant du secteur opérationnel Ituri, a dissipé le malentendu sur l'occupation illégale de l'aérodrome des Allées. Le lieutenant Jules Gongo, porte-parole des FARDC en Ituri, confirme le contrôle de cet aérodrome par des FARDC. Ce qui a été dit dans les réseaux sociaux, ce n'est que le réseau social. En réalité, nous sommes dans cette mutualisation entre les forces armées de la République démocratique du Congo et nos amis des UPDF. Vous le voyez, nous sommes ensemble. Halte aux intoxications, halte aux manipulations. L'information, c'est ça dont nous sommes ici, en train de travailler dans le cadre de la mutualisation des forces entre FARDC et UPDF. Signalons que les activités socio-économiques reprennent normalement dans plusieurs localités de Djougou et Mahagi le long de la RN27 grâce à l'accalmie actuelle, a constaté le général-major Bruno Mandevou. On va rester en sécurité. Les États-Unis d'Amérique exigent le retrait des soldats rwandais du territoire de la République démocratique du Congo avant la signature d'un accord de paix entre la RDC et l'État terroriste du Rwanda. Au-delà d'une simple signature, les États-Unis veulent des actions concrètes sur le terrain en vue de faciliter un climat de paix dans la partie est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Suivez. Les États-Unis exigent le retrait total des troupes rwandaises du territoire congolais comme condition préalable à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo, RDC et le Rwanda. Cette position figure dans un projet d'accord élaboré par des responsables américains dont l'authenticité a été confirmée par plusieurs sources diplomatiques citées par l'agence de presse Reuters. Selon ce document, Kigali devra retirer ses soldats, ses équipements militaires ainsi que ses armes de l'Est de la RDC avant toute formalisation de l'accord. Le Rwanda, pour sa part, justifie sa présence militaire par la nécessité de contenir les milices Hutus opérant depuis la RDC, notamment les FDLR qu'il considère comme une menace directe. L'objectif affiché des États-Unis est de parvenir à un accord de paix dans un délai de 2 mois. Washington envisage d'accompagner ces dynamiques diplomatiques par des investissements occidentaux dans les chaînes d'approvisionnement en minerais stratégiques. À ce stade, l'accord reste en discussion, mais la position américaine marque un tournant clair. Sans retrait rwandais, pas de paix durable. Ce commentaire porte la signature de Rachel Adassa Liwala et on va poursuivre ce journal avec cette brève du CESAC. La plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a assoupli sa mesure interdisant aux médias de relier les activités de l'ancien président Joseph Kabila et de son parti, le PPRD. La plénière l'a remplacé par 3 recommandations à l'endroit des médias. Il s'agit notamment de ne pas diffuser des contenus
démoralisant les FARDC, s'abstenir de relier les activités des agresseurs de la RDC et enfin de vérifier les informations concernant les zones de conflit à l'est du pays. Et le CESAC appelle en outre au professionnalisme et à la responsabilité des médias face à la loi et à l'éthique et la déontologie. Et puis le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux récuse le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vonde, ainsi que tous les magistrats instructeurs qui sont sous son autorité. Constant Mutamba évoque notamment la partialité des magistrats et l'inimitié du procureur Firmin Vonde qui a toujours été en conflit avec sa personne. Suivez. Dans une lettre rendue publique, le ministre Constant Mutamba dénonce une partialité flagrante, un conflit direct et un acharnement politique orchestré à son encontre. Le ministre d'État en charge de la justice rejette avec vigueur les soupçons des détournements des fonds liés au projet de construction de la prison centrale de Kisangani, affirmant avoir respecté toutes les procédures légales. La passation des marchés pour cette infrastructure a été conduite conformément aux règles en vigueur avec l'approbation préalable de la première ministre, a précisé Constant Mutamba. Il affirme également que les fonds publics évoqués dans ce dossier sont toujours bloqués par la CNRF et n'ont de ces faits jamais été utilisés. S'agissant des accusations mettant en cause l'entreprise Zion Construit, adjudicataire du marché, le ministre assure que celle-ci a bien une existence légale en République démocratique du Congo. Elle a répondu aux convocations de la CNRF et a apporté la preuve de son siège social ainsi que des autorisations nécessaires pour exercer sur les territoires nationaux, a-t-il insisté. Le ministre Mutamba accuse les procureurs Vonde d'avoir fait obstruction à l'instruction judiciaire en cours sur un autre dossier le concernant, l'achat d'un bien immobilier à Bruxelles, tout en mettant en place un dispositif de vengeance personnelle. Pendant que l'instruction est encore en cours, vous avez curieusement sollicité une autorisation de poursuite à l'Assemblée nationale sans attendre sa clôture pour, dites-vous, aller vite, dénonce Constant Mutamba qui y voit une précipitation suspecte. Et puis, les présidents de la Cour de cassation, de la Cour constitutionnelle sont invités devant la représentation nationale afin de fournir des explications concernant l'utilisation des fonds s'élevant à la hauteur de 7 millions de dollars américains initialement destinés à la prise en charge des nouveaux magistrats. Ceci est une question orale avec débat initié par le député national Janvier Mseniwa, élu du territoire de Fizi dans la province du Sud Kivu. On en parle avec Rachel Adassalioal. Cette convocation fait suite à une analyse d'une correspondance ministérielle indiquant des anomalies dans l'utilisation des fonds publics alloués à la mécanisation de nouveaux magistrats recrutés en 2022. Le député a révélé qu'un budget de 364,4 milliards de francs congolais, environ 140 millions de dollars, a été affecté au pouvoir judiciaire en 2024, dont 70 milliards de francs congolais, près de 28 millions de dollars étaient destinés à la prise en charge des nouveaux magistrats. Cependant, ce dernier n'a pas reçu ce fonds. Le Conseil supérieur de la magistrature aurait choisi d'utiliser cette enveloppe pour augmenter les salaires des magistrats déjà en fonction. Un présumé fait qui, selon l'initiateur de cette action parlementaire, soulève des questions légales et éthiques, notamment concernant l'article 42 de la loi organique numéro 8/013. L'Assemblée nationale par les députés Janvier Mseniwa exige des explications claires sur la légitimité de cette réaffectation budgétaire, les bases des augmentations salariales et l'absence des prises en compte des nouveaux magistrats dans les budgets suivants. Cet élu de Fizi a aussi appelé à une plus grande transparence et responsabilité dans la gestion des fonds publics par les conseils supérieurs de la magistrature et les autorités judiciaires. Des documents annexés à la requête parlementaire précisent que seulement 48,1 milliards de francs congolais sont prévus pour 2025 afin de couvrir les rémunérations des magistrats nommés par ordonnance judiciaire le 28 mars 2025, excluant ainsi ceux attendus depuis 2022. Et puis le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Matete, a rendu son jugement le mardi 10 juin 2025 dans l'affaire du meurtre du cadre de l'IDPS, Célestin et Kabasele Wampanga sur le 11 prévenus. Poursuivi par l'officier du ministère public, le tribunal a condamné 9 à la peine de mort et a acquitté 2 prévenus. On en parle avec Affermé Vita.
Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Matete a rendu son jugement. D'après le magistrat du parquet, les prévenus sont reconnus coupables d'homicide volontaire, de vol avec violence ainsi que de coups et blessures simples. À cet effet, le tribunal a exigé leur arrestation immédiate et une amende de 200 000 $ payable en francs congolais à la partie civile. Lohata Famba Abe alias Otondo, Wosha Medar fils, Longamba Wosha Eli, Bokungu Njoli Boshen, Louindula Mavungu Dieu merci, Moussa Hamadi Patrick, Chiba Kacho Mwana Jordan, Chako Ilunga Paul et Wembo Mpia Cédric. En conséquence, les condamne tous à la peine de mort, ordonne leur arrestation immédiate, à lui payer solidairement l'équivalent en francs congolais de la somme de 200 000 $ américains en réparation des préjudices subis. Par contre, le ministère public a acquitté 2 de 11 prévenus. Le ministère public entendu en son réquisitoire dit non établi, en fait comme en droit, l'infraction des meurtres mise à charge de prévenir Alomba Laurent et Mutombo Boa. En conséquence, les en acquittent et les renvoient de fin de toute poursuite judiciaire. Rappelons que Kabasile Wampanga a trouvé la mort le week-end dernier après avoir été sérieusement tabassé par les jeunes de l'UDPS, se réclamant de l'une de franges en conflit au sein de cette formation politique. Et rendons-nous dans la province, dans la partie est plutôt de la RDC pour parler éducation. Les enseignants des écoles publiques de Bukavu au Sud Kivu ont entamé une grève sèche à dater du mardi 10 juin 2025. Ceux-ci revendiquent des arriérés de salaire d'au moins 5 mois. Même situation dans la province du Nord Kivu, précisément à Rutshuru, où les enseignants menacent d'aller en grève si leur salaire n'est pas perçu dans un bref délai. Les deux parties accusent la Caritas, structure par laquelle le gouvernement assure la paix. Suivez. Pour cet enseignant d'une école publique à Bukavu au Sud Kivu, c'est depuis près de 5 mois que leur salaire n'a pas été perçu. Une lettre a été envoyée à Caritas pour en savoir plus sur ce non-paiement, sans qu'il n'y ait de suite, d'où ce mouvement de grève sèche entamé. Les enseignants ont décidé d'arrêter le cours à partir de ce 10 parce que nous avons écrit une lettre s'adressant aux députés de la Caritas pour savoir la cause de non-paiement de nos salaires. Car nous, à l'école primaire, nous n'avons pas de la prime, nous n'avons pas de jours d'hebdo, nous souffrons et nous travaillons gratuitement. Et c'est pourquoi les enseignants se sont décidés d'arrêter les cours à partir de ce 10 s'ils ne trouvent pas leur salaire de mois de février, mars, avril et mai 2025. Les enseignants de Rutshuru au Nord Kivu accusent eux aussi Caritas de bloquer l'argent qui leur est destiné. Ces derniers menacent d'aller en grève si rien n'est fait dans les tout prochains jours. Oui, depuis le mois de janvier, aujourd'hui, nous réclamons 5 mensualités impayées. Oui, effectivement, il y a parti sans être payé. On peut être nous demandons au niveau national et confirme que le salaire est entre les mains de la Caritas. Mais la Caritas ne veut pas servir les affaires de Rutshuru. Les enseignants, nous avons voulu cette année, mais l'année prochaine, pourquoi pas la fait des enseignants. Avant, on était payé via les SECOP. Alors, lorsque les SECOP a l'été, c'est la Caritas qui avait pris le monopole. Mais tous les enseignants payés par la Caritas. Oui, elle confirme que le salaire a été envoyé. Et le salaire est entre les mains de la Caritas. C'est la Caritas qui n'avait pas payé les enseignants. C'est tout janvier 2025. Mais au Viverté, on entend comment faire. Donc, nous nous occupons. France, c'est pas vous juger hier, en Kinérépi, nous sommes quittés depuis hier, à Goma, nous devons faire la carte déjà, nous sommes tous leur demander vous-même de Tchaourès. Il faut souligner que c'est en dépit de la situation sécuritaire tendue dans les Kivu que ces enseignants font face à l'impaiement. Quelque chose devrait être fait pour permettre à ces professionnels de la CRE de s'en sortir avec leur famille.
En dehors de nos frontières, inhumation le mardi des 30 corps d'indigents non réclamés en Afrique du Sud. Ces corps avaient été retrouvés en janvier dernier dans une mine d'or abandonnée. Et sachez que 20 autres corps devraient être inhumés d'ici la fin du mois de juin, après finalisation des démarches administratives. Suivez. Les patrouilles menées en Afrique du Sud ont abouti à l'extraction de 78 corps dans une mine d'or abandonnée. Cette opération policière vise à démanteler un réseau d'exploitation minière illégale. L'intervention avait également permis de secourir 246 survivants. Depuis, 25 corps ont pu être remis à leurs familles grâce à des tests ADN. Seuls 12 avaient été identifiés en avril dernier. Au moment des faits, en janvier, l'opération des forces de l'ordre avait été vivement critiquée par une partie de l'opinion publique. Des organisations de la société civile, des familles de victimes et certains partis politiques accusaient les autorités d'avoir intentionnellement affamé les mineurs illégaux en bloquant l'accès à la mine et en restreignant l'acheminement de la nourriture dans le but de les forcer à sortir. La police avait réfuté ces accusations, affirmant avoir ciblé les réseaux criminels exploitant les migrants dans les conditions inhumaines. Elle affirmait que ce sont des gangs qui avaient confisqué la nourriture et empêché les mineurs de quitter les galeries. Et on va encore prendre la politique pour boucler ce journal. Le gouvernement souminois totalise une année après son installation. 12 mois plus tard, quel bilan dressé dans les différents secteurs de l'exécutif? Focus sur le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Je parlerai de la loi fondamentale fixant les principes fondamentaux de la culture et des arts. C'est une loi que les artistes et les culturels attendent depuis toujours. Ça fait plus de 30 ans qu'ils réclament cette loi et enfin nous pouvons dire avec fierté que nous avons une politique culturelle dans notre pays, ce qui est, je pense, une grande avancée parce qu'un secteur ne peut avancer sans avoir des fondements. Avec cette loi, nous déclarons le fait, par exemple, que nous voulons protéger les langues nationales. Il y a plusieurs aspects qui sont repris dans cette loi qui font que ça nous permet d'avoir un cap, d'avoir un fil conducteur par rapport au domaine culturel et artistique. Il y a aussi, par rapport à la préservation du patrimoine, mais aussi le rapatriement, comme on le dit, des biens culturels congolais, notamment en Belgique ou ailleurs. Nous essayons de développer aussi cet échange culturel et ce rapprochement avec les afro-descendants. Nous avons le centre culturel des pays d'Afrique centrale qui se trouve ici à Kinshasa, qui a été inauguré en décembre dernier. Pour nous, c'est un fruit de la coopération avec la République populaire de Chine. La RDC, ce n'est pas que Kinshasa. Et sur ce plan-là, nous sommes en train de travailler assez durement pour essayer de trouver non seulement des financements, ou des méthodes de financement pour avoir un peu plus d'infrastructures dans le reste du pays. Mais je peux aussi parler d'un projet qui se trouve d'ailleurs dans le programme, dans le PAG, les maisons de la culture, qu'il nous est demandé au fait d'établir un peu partout dans le monde, ce qui est une très bonne chose. Nous avons commencé déjà pendant nos premiers mois d'ailleurs dans ce ministère, nous avons essayé de voir un peu quels sont les pays où nous devrions établir ces maisons. Il y a eu des études qui ont été faites. Aujourd'hui, nous sommes, allez, je peux dire prêts, et la première maison de la culture va s'ouvrir à Paris. Dès mon arrivée dans ce ministère, j'ai entamé beaucoup de discussions avec les artistes eux-mêmes, les différentes corporations, mais aussi les parties, je dirais, les acteurs du secteur qui gèrent les droits d'auteur. Nous avons eu des discussions, il y a même une commission qui a été mise en place pour pouvoir essayer de régler les problèmes. Le rapport a été fait bien évidemment au Conseil des ministres et une décision a été prise, celle de créer une autre structure. Mais nous n'oublions pas, nous ne perdons pas de vue que ce que nous voulons avant tout, c'est que chaque artiste puisse toucher ses droits.
première initiative que nous avons lancée, c'est une campagne que nous avons appelée Tozar Elongo na FARDC. Pourquoi? Parce que nous estimions qu'il fallait faire en sorte, déjà dans le secteur culturel, que les artistes puissent réellement mener ce combat. Nous avons aussi, en collaboration avec le ministère de la Communication, lancé une soirée d'éveil patriotique culturel qui passe tous les samedis à la RTNC. Eza loi moko ezoloba photo batela ba langue nationale. Eza eloko moko ezoloba ke artiste il faut azala na statut. Et obligé sikoyo ke artiste il faut azala na sécurité sociale. Côté wana pe biso to sito bandaki ko travailler. Tokutani na ba assureur, tokutani na ba responsable ya couverture maladie universelle. Je crois na mikolo ezoya moi lisolo moko malamu ekoya pona ba artiste. Nakendeki na province ya Congo central, justement na likanisi oyo ya likambo batela patrimoine. Toke notala toza kuna na ba site moko historique. Oyo photo batela ya wana nakendeki kuna nakomaki na sali route des esclaves nakenda na Ntiamfumu nakenda na Mwanda poto tala état ya ba site wana. Le soft power c'est ce qui permet, comme on dit, c'est la puissance douce, c'est-à-dire qu'on peut véhiculer des messages, véhiculer une pensée sans heurter. Et c'est ça le soft power. Et donc, bien évidemment, la culture est vraiment une des fondations du soft power, parce que par la culture, les exemples sont vraiment légion. Légion de ce que par des chansons, par des chants, par des événements culturels, des scènes de théâtre, des films, l'on peut changer la perception ou l'on peut amener la personne lambda ou les peuples à réagir et à réagir positivement parce qu'ils ont compris le message. Et donc pour moi, le soft power, c'est là où c'est vraiment le pivot, en tout cas pour le ministère de la Culture. Et c'est sur cette intervention de Yolande Elébé, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, qui prend fin à ce journal. On vous rappelle les principaux titres. La Première ministre appelle au renforcement de la coordination pour le développement des provinces. Judith Suminwa-Tuluka l'a fait ce mercredi 11 juin 2025 lors de la deuxième journée de la conférence des gouverneurs qui se tient à Polésie. Et puis arrivé ce mercredi 11 juin à Rouen, Ituri, le commandant du secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandefou. Sa présence dans cette partie de la province s'inscrit dans le cadre d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire. Et enfin, bilan du gouvernement souminois 12 mois après son investiture. Focus sur le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. C'en est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programmes sur votre télévision. Au revoir.